reste encore très basique. On revient avec vous, Gilles Borstein, éditorialiste politique à France Info, et Marcello Westfred, journaliste politique à l'Express. On l'a vu sur Internet, le moment où il y a eu le plus de tweets, c'est quand on a parlé de François Hollande. Et effectivement, le bilan comptable de la présidence socialiste est revenu à de nombreuses reprises, Gilles. Oui, on s'en doutait. Lui, il n'a pas voulu défendre son bilan. On a bien compris que le bilan de la présidence Hollande n'est pas très populaire à gauche. Alors, il y avait tout l'éventail possible. On l'a dit tout à l'heure, Manuel Valls qui le défendait très clairement, Vincent Peillon un petit peu intermédiaire, les deux à la gauche de la gauche, donc Benoît Hamon et Arnaud Montebourg qui s'en détachaient. Et alors je sais que Marcelo a une thèse sur le soutien plus ou moins assez réel à la fois de Jean-Luc Benamias et de Sylvia Pinel au bilan de François Hollande. Oui, alors en fait, c'est vrai qu'on peut se demander, ces petits candidats, prenons Jean-Luc Benamias. Jean-Luc Benamias, François Hollande l'a reçu 14 fois en 2 ans. C'est plus que certains ministres. Et ce que Jean-Luc Benamias laisse entendre quand on discute avec lui en off, c'est-à-dire en dehors des micros, etc., c'est que lui, précisément, ce qu'il devait faire dans les débats, c'était pouvoir justement servir à taper, à critiquer les candidats de l'aile gauche, Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, de façon à ce que François Hollande ne soit pas la cible de toutes les attaques. Parce que rappelons-nous que le grand absent, c'est François Hollande. Cette primaire, elle avait été formatée pour François Hollande, donc on aurait dû voir ce soir lors du débat. Donc ces petits candidats avaient cette vertu-là. C'est pour ça que certains, à commencer par Jean-Luc Benamias, ont été comme ça chouchoutés pendant tout le quinquennat. Ce sont des émissaires, on en apprend des choses. Et Sylvia Pinel? Alors Sylvia Pinel, elle représente le Parti radical de gauche, qui est un allié traditionnel du Parti socialiste, qui avait déjà un candidat en 2011, donc c'est normal qu'il soit là. Et lui, si vous voulez, le Parti radical de gauche, la moitié du parti est plutôt tenté d'aller vers Macron, l'autre partie vers Manuel Valls. Donc là, c'est plutôt sur la ligne, naturellement, qui se retrouve plutôt derrière l'ancien Premier ministre. Il faut dire les choses clairement, ils ont un certain nombre de députés sortants, ils ont besoin d'investiture, voilà. Donc ça ne les incite pas forcément à une grande violence vis-à-vis de ce qu'ils considèrent être la future direction du Parti socialiste. L'une des grandes lois du quinquennat et qui a beaucoup divisé la gauche, c'est la loi El Khomri. Yes. Et celle-ci, autant dire que Arnaud Montebourg n'en veut plus. On l'écoute et on écoute votre analyse juste après. J'abrogerai la loi El Khomri. Elle pose d'énormes problèmes d'abord dans sa naissance, sa genèse. Elle n'a pas été discutée avec les organisations syndicales et elle n'a pas été discutée par le Parlement puisqu'il y a eu une sorte de coup de force à travers l'usage du 49.3. Ça, c'est le premier problème. Donc il est absolument impossible de faire une loi pour 29 millions de salariés sans discuter avec les représentants des 10 salariés dans les syndicats et les représentants des salariés au Parlement. Et bien sur la loi El Khomri, alors on a vu tout l'éventail du soutien absolu à l'abrogation absolue. Arnaud Montebourg, effectivement, a été le plus violent. Quand il dit ça, il s'en prend à la fois au fond et à la forme. Là, son adversaire, clairement, c'est Manuel Valls. Sur le fond, parce que Manuel Valls est tenant d'une économie sociale libérale trop favorable aux entrepreneurs et aux employeurs et pas assez aux salariés. Et c'est un moyen de dénoncer la violence supposée de Manuel Valls dans sa façon de faire de la politique, son absence de dialogue. Là, Arnaud Montebourg a été très clair, il s'est totalement désolidarisé de cette voie. Vincent Peillon, lui, a été plus mesuré. Il disait qu'il n'abrogerait pas la loi, mais qu'il en supprimerait les partis les plus contestés. Et évidemment, Manuel Valls l'a défendu. Et François de Rugy également, Marcelo le disait tout à l'heure, assez courageusement a dit que lui, il a toujours été pour le dialogue dans les entreprises, donc qu'il la maintiendrait. Il nous reste 1 minute pour conclure à peine. Votre grand perdant et votre grand gagnant de ce soir, Gilles? Grand perdant, je ne sais pas si c'est un grand peignant, mais je trouve que Jean-Luc Benamias, c'était ridicule, il n'a rien à faire là. Je trouve que Benoît Hamon, qu'on dit en progrès, a bien cranté le territoire qui est le sien. Il est le seul dessus. Il nous reste 30 secondes. Les grands gagnants, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Ah, ça c'est une belle réponse. Je file très vite. Il nous reste 20 secondes. J'ai juste besoin de savoir qui est votre gagnant ce soir. Moi, Benoît Hamon, pour sa vision stratégique. Pour moi, pour l'instant, il n'y a pas de candidat qui se dégage. Moi, Benoît Hamon aussi. Allez, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On rend la main pour France 24. À demain.
Vous regardez Paris Direct, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Quelle gauche les électeurs veulent-ils voir dans la course à la présidentielle? Ils ont 3 débats pour se faire une idée et le premier s'est déroulé ce soir. 7 candidats en lice, donc la plupart d'entre eux ont porté l'action de François Hollande au gouvernement. La réunification de Chypre est-elle seulement possible? Les dirigeants des communautés chypriotes, turques et grecques en ont parlé. Ils étaient réunis à Genève en présence notamment du nouveau secrétaire général de l'ONU. Ce conflit dure depuis 42 ans. La Russie et la Chine sont les acteurs d'une déstabilisation mondiale. Selon le prochain chef du Pentagone, James Mattis, était auditionné par les sénateurs. Je cite Mattis, « Si la Russie choisissait d'agir à l'encontre de nos intérêts, il faudrait se défendre ». Les candidats à la primaire de la gauche ont pour la première fois défendu leur vision de la France, leur programme pour le pays. S'ils étaient désignés comme candidats à la présidentielle, ils sont donc 7 à le souhaiter. Et la plupart d'entre eux a fait partie d'un des gouvernements de François Hollande. Je vous propose d'ailleurs de les écouter sur ce bilan. Difficile à défendre. Peut mieux faire. Mon sentiment le plus profond, c'est un sentiment d'inachevé. Contrasté en demi-teinte. Oui, c'est le sentiment d'une profonde incompréhension. Responsabilité et un bilan qu'il convient de porter. Fierté d'avoir servi les Français dans une période très difficile. Alors, qui s'est démarqué lors de ce débat? Quels courants se sont affirmés? Gérard Leclerc nous livre son analyse et était sur ce plateau un peu plus tôt. Il ne fallait pas que ça tourne à la foire d'Empoigne, à l'esclandre. Donc, ils ont fait très attention et ça donnait un débat qui était assez sérieux, parfois un peu techno, même parfois, il faut le dire, un tout petit peu fastidieux. Il n'y a que Jean-Luc Benamias qui donnait un petit peu, il faut bien reconnaître, qui était un petit peu ailleurs, lui. Mais les autres sont restés très, je vous dis, un débat très sérieux, avec des arguments. Et, parce qu'en même temps, il ne faut pas s'en plaindre. On reproche souvent à la politique d'être superficielle. Là, en tout cas, ils sont allés sur le fond des dossiers. Oui, on est un peu Gérard, on est un peu retombé dans les travers des... non, mais la politique, c'est sérieux. Des détails, on était oui, parfois, c'était un peu techno, c'est ce que je dis. Ouais. Chacun est resté dans son couloir. C'est-à-dire qu'ils ont évité assez prudents dans la formulation, ils ont évité de s'interpeller, ils ont évité des propos qui auraient été trop brutaux, les dérapages. Il y a eu un petit dérapage quand même de Manuel Valls, qui, pendant toute la première partie, au contraire du débat, a essayé de gommer le côté un peu tendu qu'il avait montré dans les 2 dernières émissions télévisées qu'il avait fait. Là, au contraire, il est resté il a essayé d'être assez détendu, il a quand même craqué un moment sur la déchéance de nationalité où il s'en est pris à ce malheureux Gilles Boulot qui a eu le malheur de le contredire à propos de la position de François Fillon. Mais bon, à part de ça, chacun est resté, je vous dis, très maître de soi. Il s'agissait aussi de se définir, pour eux, par rapport à 2 autres candidats de gauche, mais qui ne se présentent pas à cette primaire. Il s'agit d'Emmanuel Macron et de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de l'extrême gauche a obtenu les 500 parrainages nécessaires. Il est crédité de 11,5 à 13% des intentions de vote au premier tour. François Hollande présentait aujourd'hui ses vœux au corps diplomatique, les derniers de son mandat, à l'occasion de conforter ses choix en matière de diplomatie. Le président a notamment réaffirmé le bien fondé de l'organisation d'une conférence sur le Proche-Orient dimanche à Paris. Le Premier ministre israélien, il reste très hostile et parle de conférences truquées. Et par personne d'autre. La paix, elle sera faite par les Israéliens et les Palestiniens, et par personne d'autre. Seules des négociations bilatérales peuvent aboutir. La réunion de dimanche, elle doit donc rappeler la détermination à soutenir une solution à 2 États et faire avancer des solutions concrètes pour le développement des infrastructures urbaines, énergétiques, de transport au bénéfice des Palestiniens et des Israéliens et à encourager tous les échanges entre les sociétés civiles. La séparation de l'île de Chypre est l'une des plus vieilles crises au monde. Les dirigeants des communautés chypriotes turques et grecques tentent de trouver une solution afin de créer un État fédéral, mais cela va encore prendre un peu de temps, comme l'a concédé le nouveau secrétaire général de l'ONU, Ethan Hadji. Réunifier une île divisée depuis plus de 42 ans, c'est tout l'enjeu de cette conférence internationale sous l'égide de l'ONU. Après 3 jours de négociations marathon, les délégations rivales grecques et turques